si tu as 100 millions de pages qui parlent du tennis et que quelqu'un pose une question par rapport au tennis, comment tu sais quelle information remonter par rapport à sa question? C'est super compliqué. En fait, ChatGPT a aussi mis des sources à la base pour être plus sérieux, parce qu'en fait, quand il ne mettait pas de sources, on se posait tous la question, est-ce que c'est juste pas juste? C'est une façon de montrer qu'il hallucine pas. Et en même temps, c'est la façon la plus simple de pouvoir l'influencer. Il y a plusieurs millions de prompts qui sont monitorés tous les mois sur Metoria. On fait des analyses assez régulièrement de quelles sont les top sources qui reviennent le plus souvent. Reddit, c'est la top source pour ChatGPT. Je parlais de l'indexation. En fait, même là, dans cet exemple, je reviens à ça parce que finalement, à la fin, il faut aller optimiser Google. C'est presque sûr que d'ici quelques années, peut-être même avant, ChatGPT aura son propre index. Au bout d'un moment, ton produit ne peut pas être dépendant du scrapping de Google. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de AI Corner pour une série d'épisodes de podcast spécialisés sur le GEO, donc l'optimisation de la visibilité dans les moteurs IA. Et pour cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Idriss Quader, qui est le cofondateur de Metoria. C'est une startup qui cartonne en ce moment sur tout ce qui est référencement dans les moteurs IA avec une plateforme qui vous permet de suivre la place de vos mots-clés, de vos marques, mais il dira bien mieux que moi. Donc, écoute Idriss, je suis ravi de t'avoir avec nous. Bienvenue. Merci, ravi d'être ici. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que je commence peut-être par te laisser te présenter? Ouais, du coup, moi c'est Idriss Quader, donc je suis CEO et cofondateur de Metoria. Metoria, c'est un outil pour analyser la visibilité des marques dans les réponses des IA génératives. Donc, ce qu'on fait globalement, c'est qu'on aide en fait nos clients à identifier les questions que les internautes vont taper dans ChatGPT, Perplexity, Gemini et compagnie, des questions qui vont concerner leurs produits ou leurs services. Et ensuite, on interroge les IA tous les jours avec ces questions. On va regarder si leur marque apparaît dans la réponse. Et si elle apparaît pas, on va comprendre comment ChatGPT fait pour passer de la question à la réponse. Où est-ce qu'il trouve les informations sur le web? Et en fait, en décortiquant cette analyse, on est capable de montrer à nos clients où est-ce qu'il faut qu'ils influent sur le web pour influencer la réponse des IA. Je vais peut-être commencer tout de suite dans le dur, on reviendra sur l'intro parce que ça sera intéressant de redéfinir un peu le search et le geo, mais pourquoi tous les jours? Est-ce que c'est une méthodologie, est-ce que c'est important de regarder tous les jours? Ouais, parce qu'en fait, les réponses des IA sont pas persistantes. Si tu poses 2 fois de suite la même question à ChatGPT, il répondra pas 2 fois la même chose. Et en fait, l'idée, c'est que si tu lui poses tous les jours, au bout d'un mois, tu l'as interrogé 30 fois, et là, tu vas voir qu'il y a une tendance qui revient. Et en fait, ce que tu analyses en GEO, c'est la tendance. Tu pourras jamais être sûr d'apparaître à chaque fois dans la réponse d'une IA sur un prompt en question. C'est pas binaire. Par contre, tu peux avoir une probabilité d'apparition. Elle peut être par exemple de 85%. Donc tu sais que tu as 85% de chances d'apparaître dans la réponse. Mais est-ce que ça a plus de sens de l'interroger une fois par jour que 100 fois d'un coup? C'est une question ensuite de rapport qualité-prix. En fait, si on le fait 100 fois d'un coup, effectivement, c'est intéressant parce que ça débiaise beaucoup les incertitudes à une période donnée, donc qui est l'instant T. Par contre, le problème, c'est que nos clients veulent aussi voir comment ça avance dans la durée. Est-ce qu'ils continuent d'être bien positionnés? Et le problème, du coup, c'est que si tu fais 100 fois par jour, tous les jours, ça devient très cher. Ouais, bien sûr, mais si tu le faisais 1000 fois, ou même disons si tu le faisais 90 fois, une fois par mois, est-ce que ça serait moins pertinent que tous les jours? Ça change tant que ça tous les jours, tu penses? Ouais, alors en fait, on expliquera ça plus en détail tout à l'heure, mais tu vois, les IA vont rechercher sur le web. Le web est pas figé, il va changer. Donc du coup, alors peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, tu vois, tu peux avoir des nouveaux contenus qui apparaissent sur le web, qui vont être récupérés par les IA et donc qui vont influencer les réponses. T'as des changements algorithmiques aussi du côté de Google, du côté de ChatGPT, du côté de Perplexity, qui font qu'une fois par mois, t'as pas assez de données en fait pour pouvoir itérer rapidement. J'interromps ce podcast une seconde pour vous parler d'AI Partners, le premier cabinet de conseil 100% dédié à l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Nous accompagnons déjà un grand nombre d'entreprises dans leur adoption, leur stratégie de transformation, mais également la formation des collaborateurs. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis de discuter avec vous de vos enjeux. Maintenant qu'on est déjà parti très très en profondeur, on va prendre un petit pas de recul. Est-ce que tu veux bien expliquer le search en général et qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment avec cette nouvelle tendance du GEO? Ouais, clairement.
pendant, je pense, une bonne vingtaine d'années, en fait, depuis que Google est arrivé à commencer à démocratiser les moteurs de recherche. Alors, il y en avait avant lui, mais je pense que c'est vraiment lui qui a fait ce gros travail-là. Je me suis rendu compte, il y a pas si longtemps, que en fait, j'avais oublié, mais il y avait encore 15 ans, en fait, il y en avait 6 ou 7 des moteurs de recherche. Mais en fait, on s'est habitué au fait qu'il y en avait qu'un. Et là, en ce moment, ça s'est de nouveau fragmenté, avec maintenant plein de moteurs de recherche différents IA, mais ça existait avant. Je me suis fait cette réflexion il y a pas longtemps. C'est ça. Avant Google, il y avait, il me semble que c'est Yahoo, un des premiers. Bien sûr. Il me semble qu'ils avaient proposé à Google de les racheter et ils s'étaient pas entendus sur le prix. Et T'as une histoire comme ça, ouais. Ouais, mais du coup, donc il y en avait, et puis Google est arrivé et bon, il a pris le monopole qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, pendant une vingtaine d'années, ce qui se passait, c'est que quand tu avais une question, tu allais taper ça dans un moteur de recherche, et un moteur de recherche, ce qu'il fait, c'est que il va en fait analyser plein de contenus, tous les contenus en fait que les gens vont publier sur leur site web, et il va essayer de faire des liens entre ce qu'a tapé la personne dans Google, par exemple, dans le moteur de recherche, et le contenu. Donc, ils ont des algos qui sont assez complexes, et l'idée, en fait, c'est de te présenter les contenus qui se rapportent le plus aux mots-clés que tu as tapés. Donc ça, c'est le principe d'un moteur de recherche. Et là, on est en train de passer à plutôt des moteurs de réponse où maintenant, tu vas poser une question et les LLM, en fait, vont directement te donner la réponse. Tu n'auras plus besoin de cliquer sur des sites web pour aller toi-même chercher l'information. C'est le LLM qui le fait pour toi. Et ce qui est intéressant, c'est que donc tu as ChatGPT, tu vois, c'est de base, il n'était pas connecté à Internet. Quand le LLM n'est pas connecté à Internet, ce qui se passe, c'est que quand tu lui poses une question, il répond avec sa base d'entraînement. Sa base d'entraînement, il a scrappé globalement tout le web, tu vois, il a rajouté des bouquins, plein de données, il s'est entraîné dessus, mais il n'a pas accès à des informations en temps réel. Donc, s'il n'est pas connecté au web, il hallucine beaucoup. Tu lui poses une question précise, il va pas savoir, il va halluciner. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces LLM, en fait, ont commencé à se plugger à de l'information en temps réel. Et pour ça, en fait, ils se sont connectés à Google. Donc, en fait, les LLM sont devenus des moteurs de réponse en temps direct, en temps réel, grâce justement à ce scrapping d'informations sur Google. Et Google, lui, est en train de faire exactement l'inverse. Google, de base, c'était un moteur de recherche. Donc, ils ont l'index le plus puissant dans le monde. Et ils sont en train de développer des fonctionnalités IA pour passer d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Avec Google AI Overview, Gemini, Google AI Mode et compagnie. C'est important ce que tu dis parce que ChatGPT, pendant longtemps, fallait surtout pas chercher d'informations sur l'actualité. Il disait n'importe quoi. Ou Claude ou autre. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il faut faire parfois attention parce que les agrégations, elles se font souvent mal. Si tu demandes des réponses, par exemple, sur les performances sur des élections, parfois, il peut faire des agrégations de différentes sources et il dit n'importe quoi. Moi, Claude m'a expliqué que Bayrou avait perdu ses élections et que c'était dommage pour le Premier ministre français. Donc, tu vois, parfois, ils sont bons. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un petit peu mieux backé de par leur capacité à se connecter à Internet. Pendant longtemps, c'était pas le cas. C'est ça. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils ont besoin de ça s'ils veulent être utilisés. En tout cas, pour la recherche d'informations, il y a besoin d'avoir un index. Et c'est très compliqué d'avoir son index. C'est pour ça que Google est en position quand même assez dominante sur le sujet, parce qu'eux, ils l'ont travaillé pendant 2 décennies. Et rajouter la surcouche agentique, de coller un LLM à ton index, je pense que c'est plus simple aujourd'hui que d'aller créer ton index pour l'implémenter dans ça, je pense ton que c'est LLM. important qu'on le creuse parce que qu'est-ce qu'un index ? Un index, en fait, c'est... alors, je suis pas non plus expert, mais en fait, si on devait le vulgariser, c'est le fait d'avoir une énorme base de données qui comprend tout le web et de pouvoir faire des recherches dedans. Scraper tout le web, c'est facile. C'est facile. En tout cas, ChatGPT le fait pour entraîner ses modèles. Enfin, OpenAI plutôt, du coup. Mais scraper tout le web pour entraîner un modèle, c'est différent d'avoir un index parce qu'un index, ça te permet de faire des recherches dedans. Et pour faire des recherches dedans, en fait, il faut passer d'un mot-clé, par exemple, que tu tapes dans Google, à une page ou un morceau de contenu, en tout cas, qui sera susceptible de répondre à l'intention de recherche derrière le mot-clé. Et ça, ça demande des années de recherche et de développement d'algorithmes, tu vois, pour faire le lien. Parce que tu scrapes facilement la donnée, et ensuite, il faut l'indexer, c'est toute la partie clean de la data. C'est marrant de se dire qu'aujourd'hui, ça soit si compliqué de battre Google sur ce travail-là. Tu sais, on parle de data-driven toute la journée. Et en fait, là, on a un monopole de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est incassable encore quasiment.
Ouais, je pense qu'il faut se dire, c'est que je sais pas combien de milliards de contenus de pages web il y a dans le monde, mais imagine par exemple, je sais pas, si tu as 100 millions de pages qui parlent du tennis et que quelqu'un pose une question par rapport au tennis, comment tu sais quelle information remonter par rapport à sa question? C'est super compliqué. Ouais, mais tu pourrais dire que justement, avec des modèles de langage, ça serait plus simple de faciliter l'indexation. Ouais, mais ça coûte très cher. Si jamais dans ces cas, tu as des problèmes de contexte, imagine par exemple que quelqu'un pose une question par rapport au tennis dans ChatGPT et qu'il était obligé de donner 100 millions de pages qui traitent du tennis en input dans son modèle pour si que tu fais un l'IA... rack derrière, c'est C'est terrible. ça. En gros, en termes de tokens, ça exploserait les... Mais tu vois, il y a un truc qui est peut-être pas encore clair pour moi, c'est que d'un côté, et on le voit, on peut faire le test quand on tape sur ChatGPT, on voit bien que ChatGPT, il utilise l'index de Google parce qu'en fait, notre prompt est transformé en requête Google. Donc, C'est ça. il va chercher littéralement sur Google. Mais de l'autre, de plus en plus, tu peux aussi te rendre compte que ton site, les sites sont scrappés aussi par ChatGPT et tu as des liens où tu peux te rendre compte qu'en fait, ChatGPT a allé scraper ton site. Donc, est-ce que les moteurs IA, ils vont vraiment scraper les données de tes sites ou est-ce qu'ils passent que par Google? Est-ce que c'est un peu des deux? ChatGPT, par exemple, ils ont deux types de bots. Ils ont des bots d'entraînement. Les bots d'entraînement, ils scrapent continuellement le web à la recherche de données pour entraîner les modèles. Et Okay. ils ont un deuxième bot qui est un bot plus qu'ils appellent, il me semble, user. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu poses une question à ChatGPT, si tu ne forces pas la recherche sur le web, ce qui va se passer, c'est qu'il va se demander, OK, la question qu'on vient de me poser, est-ce que je peux y répondre avec ma base d'entraînement? Par exemple, si tu lui demandes où se trouve la Tour Eiffel, il n'a pas besoin de faire une recherche sur Google pour avoir l'information. Du coup, il va répondre à partir de sa base d'entraînement. Par contre, s'il décrète qu'il a besoin de faire une recherche, parce qu'il sent qu'il va halluciner si jamais il le fait pas, typiquement, si tu poses des questions commerciales par rapport à des produits ou des services que tu as envie d'acheter, souvent, il va rechercher sur le web parce qu'il a besoin d'informations fraîches. Et ce qui se passe, c'est qu'il va décomposer ton prompt, ta question, en mots-clés, en query fan-out. Ça, c'est des mots-clés qu'il va taper dans Google. Il va scraper les SERP Google, donc il va récupérer par exemple sur un mot-clé qu'il va taper dans Google le top 10, le top 20 ou le top 30. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est que les SERP Google? Ouais, les SERP, c'est les résultats de recherche. Par exemple, si tu tapes meilleure raquette de tennis dans Google, donc tu vas avoir 10 résultats de 10 liens bleus. C'est la première page de ta SERP. Ensuite, tu peux passer en page 2, page 3, etc. Et donc, c'est ça que ChatGPT va scraper. Il va récupérer ces pages-là. Il va peut-être en récupérer, par exemple, 50, 60. Et parmi ces 60 pages, il va se dire, OK, lesquelles je vais visiter maintenant pour aller trouver de l'information qui vont répondre à la question que l'utilisateur vient de me poser. Donc là, il a un algorithme en fait qui lui permet de faire un matching entre le prompt que l'utilisateur a posé dans ChatGPT, les métadonnées des pages. Lui, il a accès au titre de la page, à la métadescription, à l'URL. Et à partir de ça, il va se dire, OK, cette page, elle a l'air intéressante, je vais la visiter. Donc là, il va visiter ta page. Si tu installes on a ça sur Metoria, on a une fonctionnalité qui permet de faire de l'analyse de log. Tu installes un petit snippet sur ton site et dès qu'il y a un bot IA qui visite ta page, on te le dit. Et en fait, on fait des tests. On l'a installé par exemple sur notre site web Metoria. Quand je lui pose des questions par rapport à Metoria, il va visiter mes pages et je peux voir via l'analyse de log qu'il est effectivement passé sur ma page en temps réel. Il a récupéré l'information de ma page et à partir de ça, il génère la réponse. Donc, ce que tu dis, c'est que il va d'abord rechercher quand je dis il, c'est l'outil IA, ChatGPT autre, il va d'abord chercher sur Google pour voir les sites qui sont les plus intéressants. Mais par contre, ensuite, il va lui-même chercher l'information sur ton site. C'est ça. Et c'est pour ça que tu vois à la fois l'utilisation de l'index Google et qui en fait que le bot va aussi scraper ton site. C'est ça, exactement. En fait, s'il avait accès directement au site sans passer par des recherches Google, il le ferait. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller chercher le contenu sur les pages. Sauf que la porte d'entrée pour aller chercher ce contenu-là, c'est l'index de Google. Parce qu'il faut faire le lien, en fait, entre le prompt et le contenu que tu as envie de récupérer. Et pour ça... Google, c'est son annuaire des pages jaunes. Il va chercher dedans les sites qui correspondent. Et par contre, après lui, il peut passer le coup de fil directement au site et aller regarder lui-même, quoi. C'est ça, exactement. Et peut-être il y a un point qui est intéressant d'expliquer aux gens, c'est que pourquoi on s'intéresse tant à la capacité de ChatGPT d'aller faire des recherches sur Google, c'est que tu disais tout à l'heure qu'il a une autre source de données qui est sa base d'entraînement. Ouais. Et en fait, même s'il y a des initiatives, c'est très compliqué de savoir pourquoi et comment il va donner une information sur sa base d'entraînement, parce qu'en fait, tu peux pas vraiment rétro-ingénierer une réponse issue de sa base d'entraînement. C'est assez complexe et c'est aussi pour ça qu'on se concentre peut-être plus sur sa capacité à faire des recherches en ligne parce que c'est plus facile à inciter. C'est ça.
pour nos clients, en fait, l'idée, c'est de se dire, s'ils utilisent notre outil pour monitorer leur visibilité sur des prompts qui sont stratégiques pour eux, c'est parce qu'ensuite, ils vont vouloir influer sur les réponses. Si ChatGPT ne lance pas de recherche Internet et du coup, il se base sur sa base d'entraînement pour répondre, c'est très compliqué d'influencer la réponse parce qu'il faudrait influencer sur la base d'entraînement. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut être visible partout sur le web et faire en sorte que tu sois tellement visible que quand une IA va utiliser sa base d'entraînement pour répondre, elle va te mentionner parce que tu étais partout dans sa base d'entraînement. C'est quasiment immesurable et ça demanderait un effort colossal avec très peu finalement de capacité à savoir si ça marchait ou pas. C'est ça, exactement. Alors que quand il fait des recherches sur le web, et en fait, c'est aussi ça le point qui est intéressant, c'est que on s'est rendu compte que quand tu le questionnes par rapport à des enjeux commerciaux, quand tu veux acheter des produits ou des services, il lance presque tout le temps une recherche sur le web. Et ce qui va intéresser les marques, finalement, c'est d'apparaître quand quelqu'un pose une question commerciale à ChatGPT. Dans ces cas-là, donc, il recherche sur le web. Et vu qu'il recherche sur le web et qu'on est capable de détecter sur quelle page il va chercher l'information, ensuite, la marque est capable de modifier le contenu de ses pages. Donc, soit c'est tes propres pages dans lesquelles il est allé chercher l'information et tu vas en fait créer du contenu qui sera récupéré par les IA. Comme ça, tu influences toi-même la réponse. Soit tu vas faire ce qu'on appelle de l'infiltration. Tu vas faire apparaître tes produits ou tes services dans les autres sources de données utilisées. Ça peut être des comparateurs, ça peut être... Bien sûr. Mais c'est presque un cercle vertueux économiquement parce que en fait ChatGPT d'un autre côté, on va dire ChatGPT mais ça pourrait être tous les autres. Puis après tu nous diras aussi toi si tu penses qu'il faut chercher plus que sur l'un que l'autre. Mais en fait il a aussi mis des sources à la base pour être plus sérieux parce qu'en fait quand il mettait pas de sources, on se posait tous la question est-ce que c'est juste pas juste, c'est une façon de montrer qu'il hallucine pas. Et en même temps, c'est la façon la plus simple de pouvoir l'influencer. Donc, ça crée un cercle un peu vertueux où lui, il va donner plus ses sources. Et en fait, c'est la seule façon sur laquelle on peut vraiment avoir de l'influence. Donc, en fait, tant mieux, quoi. C'est ça. Et au-delà de ça, je pense que ça donne aussi un second souffle aux médias qui s'intéressent beaucoup en ce moment au JO parce que ça va leur permettre aussi de mieux monétiser leur contenu. Bien sûr. Alors que c'était un peu en essoufflement ces derniers temps. Ouais. Attends, j'ai deux grandes questions, mais je vais commencer par la première. Qu'est-ce que tu penses du coup des différents moteurs IA ? Est-ce que toi, tu recommandes à tes marques de monitorer tous les moteurs en même temps ? Est-ce qu'en fait, il faut en faire un et c'est une tendance qui te donne sur les autres ? Parce que question un peu longue, mais en fait, ça a aussi un coût. Si tu cherches sur 5 moteurs, c'est 5 fois plus cher. Donc, qu'est-ce que tu recommandes, toi ? C'est super intéressant, cette question. On a fait beaucoup de tests. En fait, on s'est amusé à envoyer le même prompt 100 fois à ChatGPT, 100 fois à Perplexity, 100 fois à Gemini. Et on a voulu voir à quel point les sources qui étaient utilisées pour générer les réponses étaient les mêmes. Et de facto, est-ce que les réponses étaient les mêmes ? Et tu vois, par exemple, entre ChatGPT et Perplexity, il n'y a que 6% des sources qui sont communes pour le même prompt. Ah non, qui sont communes ? Communes, ouais. Ah, donc c'est très différent. C'est ça. Et du coup, ça implique que si toi, en tant que marque, tu veux améliorer ta visibilité sur les deux, ton budget que tu vas dépenser, il va presque être double parce qu'il va falloir influencer sur des sources de ChatGPT qui n'ont rien à voir avec les sources de Perplexity. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de se concentrer surtout sur les LLM forcément, où il y a beaucoup d'usages. Celui où tu as le plus d'usages pour le moment, c'est ChatGPT avec près d'1 milliard d'utilisateurs mensuels. Ensuite, tu as Gemini là, qui arrive en force. J'avais lu 3 milliards il y a pas longtemps. Je suis à côté de mes pompes. Il me semblait que c'était 800 millions il y a quelques mois et là, j'avais vu 1 milliard. Après, ça bouge très vite, mais 3 milliards, ça me paraît quand même un peu beaucoup. Ok, je revérifierai dans les commentaires, je mettrai, mais d'accord, 1 milliard, très bien. Et j'avais lu sur Gemini, il me semble que c'est 600 millions. Et ensuite, tu en as un troisième. Alors, il n'est pas encore dispo en France. Donc, ChatGPT, c'est vraiment le premier dans les moteurs IA. C'est le premier. Ensuite, Gemini. T'as Gemini et t'as aussi Google AI Overview. Alors, on l'a pas encore en France, mais dans presque tous les pays du monde, maintenant, quand tu utilises Google, sur 15 à 20% des mots-clés que tu vas taper, il y a un résumé IA qui va apparaître avant les 10 premiers liens. Et ça, pour le coup, ça a eu un impact énorme sur les sites web en dehors de la France. Et on l'a pas encore en France à cause de là ou grâce à la RGPD. Il me semble que c'est à cause des droits voisins. Le fait que les médias français ils sont déjà en procès avec Google parce que en France, si tu utilises des informations qui viennent des médias, tu dois les rémunérer. Et la problématique, il me semble qu'avait Google, c'est que avant même l'arrivée de Google AI Overview, quand tu poses des questions à Google, parfois tu as
ce qu'on appelle une position zéro. Une position zéro, tu vois, c'est que tu as un extrait carrément d'un contenu qui est là au tout début. Et par exemple, si tu poses une question liée à l'actualité, cet extrait, il peut répondre à ta question. Et en fait, la problématique qu'ont les médias, c'est que du coup, l'internaute, on vient de lui répondre à sa question et il n'a pas eu besoin de cliquer sur le site web du journal pour avoir la réponse. Et vu que les médias vivent aussi de la publicité sur leur site... Mais pourquoi Google, du coup, est arrêté par ça et pas les autres moteurs IA? Parce que c'est le même problème sur ChatGPT. C'est effectivement le même problème. Je sais que il y a certains médias qui ont porté plainte contre OpenAI. OpenAI a fait des partenariats avec... Je veux dire, de toute façon, aujourd'hui, tu n'as que deux modèles. T'as les médias qui portent plainte et les médias qui font des partenariats. C'est ça l'idée. Mais du coup, donc, à cause des droits voisins, Google, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu forcer encore plus le truc et déployer Google AI Overview. Et je te coupais, mais tu disais, donc tu allais parler d'un troisième. Non, tu en as parlé, c'est Overview. Et du coup, pardon, je fais ça dans l'autre sens, mais donc tu as ChatGPT, Gemini et Google Overview. C'est ça. Et tu sais, moi, il y a un concept que je trouve assez marrant. Je sais pas ce que tu en penses, c'est de se dire que le GEO, c'est aussi un petit peu le relation presse 2.0. On va parler un peu des moyens d'activation, mais donc tu nous en parleras. Il y a plein de façons de faire différentes, mais l'un de ceux-là, c'est aussi d'aller identifier les médias qui parlent de toi et en fait d'aller leur demander de te nominer, de te nommer. Donc, est-ce que on peut considérer que le GEO, ça doit être un peu une organe de relation presse 2.0 ou pas? Si, clairement. C'est les deux gros actionnables, ça va être de créer du contenu sur ton site pour qu'il soit utilisé en tant que source de données. Et le deuxième, donc ça c'est assez simple à faire, t'as pas besoin des autres, t'as uniquement besoin de ton propre site web. Et le deuxième actionnable, ça va être de publier ton contenu sur toutes les autres sources utilisées par les IA. Et les autres sources utilisées par les IA, effectivement, on retrouve les grands sites médias français, par exemple, qui ont fait plein de contenus qui sont positionnés sur Google et donc qui sont récupérés par les IA en tant que source de données. Et effectivement, t'as cette notion de... Alors, tu peux dire que c'est de la relation presse, c'est peut-être plus lié à ce que font les entreprises, tu vois, de netlinking. Il y a un gros marché en SEO, tu vois, pour acheter des liens. Et est-ce que c'est vrai que on passe du netlinking plutôt à la nomination, ou je sais pas si je le dis correctement, mais avant, il fallait mettre en place des liens vers ton site. Maintenant, c'est plutôt, faut être nommé. C'est ça. Bon, avant, ce que tu faisais, c'est que effectivement, t'allais payer pour avoir un lien, mais t'essayais aussi d'avoir un paragraphe qui parle de toi. Parce que ça fait plus sens, ça fait plus cliquer les gens et c'est mieux. Là, c'est la même chose, sauf que si tu pousses le raisonnement, t'es même pas obligé d'avoir le lien. Tant que t'as un paragraphe qui parle de toi. Sauf que, quitte à payer pour avoir ce paragraphe, autant que tu payes aussi pour avoir ton lien, comme ça t'aide pour ton SEO en parallèle. Et moi, la question qui m'anime beaucoup en ce moment aussi par rapport à ne serait-ce que la façon d'optimiser le site de AI Partners, c'est peut-être, on ressortira peut-être pour reparler des différentes façons de l'optimiser, c'est bon, tu peux créer du contenu. Comme tu as dit, c'est la façon la plus simple. Selon toi, est-ce que il suffirait de produire énormément de contenu en masse? Je te pose la question parce que aujourd'hui, notamment avec l'IA, de plus en plus, créer du contenu de façon industrialisée, c'est possible. Alors après, on va se poser la question de la qualité du contenu. Mais est-ce que, selon toi, appuyer juste très fort sur le bouton et créer 100 articles sur le sujet, par effet de volume, ça va... Est-ce que ça, c'est une stratégie qui a du sens? Là, du coup, il faut plus se poser la question des algorithmes de Google. En fait, si tu veux que ton contenu il soit récupéré par les IA, il faut qu'il se positionne bien sur Google. Et pour qu'il se positionne bien sur Google, il faut qu'il respecte les conditions, du coup, les règles de Google. Et le contenu de masse, ça peut marcher. Par contre, si tu viens d'acheter un site web et que tu publies le premier mois 1000 contenus, faut pas s'attendre à ce qu'ils se référencent tous bien. J'ai l'impression qu'il y a un sujet que je trouve pas facile à appréhender quand tu es nouveau dans le concept, c'est que en fait, il y a vraiment une dualité à la fois dans la recherche, ça passe par Google, mais ensuite, tu es scrappé par les outils d'IA. Donc, en fait, il faut que tu regardes comment Google va te présenter, comment Google va te mettre en avant. Mais après, tu es scrappé par les outils d'IA. Donc, tu vois, j'entends par exemple des partenaires dire il faut réécrire son article SEO sur la base du prompt et répondre à un prompt. Est-ce que ça a du sens parce que c'est le scrapping fait par ChatGPT? Ou alors, en fait, non, il faut juste écrire un article qui va... Tu vois ce que je veux dire? Faut parler à Google ou à ChatGPT? Idéalement, il faut parler aux deux. La problématique, c'est que si tu optimises uniquement ton contenu pour ChatGPT, potentiellement, si tes optimisations sont mauvaises, tu vas perdre ton référencement Google.
si tu perds ton référencement Google, tu seras plus récupéré par les IA. Donc finalement, ton optimisation aura servi à rien. Après, tu peux aussi faire des versions de ton contenu optimisées uniquement pour les IA. Il y a des moyens de faire ça. Mais ce que je pense, en fait, tu vois, on a une fonctionnalité qui sert à ça sur Metoria, en fait, où tu vas pouvoir prendre un prompt, on va analyser le top 10 des sources les plus utilisées par les IA. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te générer un contenu qui contient les éléments fréquents qu'on a pu analyser dans ces sources. Ça peut être des tableaux comparateurs, ça peut être, je sais pas moi, des études de cas, ce genre de choses. Et l'idée, en fait, c'est de se baser sur ce que les LLM aiment bien pour augmenter tes chances d'être récupéré en tant que source. Et ces trucs-là, tu vois, ça sort pas de nulle part. En fait, c'est pas des... De mon point de vue, tu vois, si tu publies un contenu qui est appréciable pour un être humain, où il y a les informations importantes qui sont bien mises en avant, il est pas trop long, t'as pas besoin de lire un roman, tu vois, avant d'accéder à l'information, et bah, tu vas bien performer sur ChatGPT. Donc, t'as pas besoin, tu vois, de... Mais du coup, j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable. Dans ce cas-là, à quoi ça me sert d'aller traquer mon ChatGPT et pourquoi je me concentre pas juste pour faire une super stratégie SEO? Alors, c'est là où on rentre dans des... Il faut expliquer un peu comment les IA fonctionnent. On en parlait tout à l'heure, le GEO, c'est vraiment une surcouche algorithmique au SEO parce que les LLM n'ont pas leur propre index. Par contre, ChatGPT, il va pas rechercher les informations comme le ferait un humain normal. Typiquement, tu vois, par exemple, si je lui demande, je sais pas, quelle est la meilleure raquette de tennis ça fait 10 ans que j'en fais et je veux changer de raquette. Alors, il va transformer ma question, mon prompt en query fan-out. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il va faire à chaque fois 2 recherches. Une recherche dans la langue du prompt et une recherche en anglais. Donc, c'est mort, c'est vrai qu'il y a toujours la recherche en anglais. C'est ça. Donc, tu vois, la moitié des sources qu'il va récupérer vont être en anglaise. Donc, si toi, tu t'étais concentré sur une stratégie SEO uniquement par rapport aux préceptes que tu connais du SEO, tu serais passé à côté de ça. Donc, c'est intéressant déjà, tu vois, d'aller voir comment ChatGPT fait sa recherche sur Google. Donc, toi, tes optimisations GEO, tu fais à chaque fois un mot-clé anglais et français? C'est la recommandation en tout cas. Okay. Parce que, alors, tu peux ne faire qu'en français, c'est juste que tu te priveras de la moitié des sources. Et une question qu'on s'est posée pas plus tard que cet après-midi, pardon, parce que du coup, j'en profite de t'avoir par rapport aux questions qu'on s'est posées, mais t'as des clients à l'étranger? On en a, ouais. Donc du coup, comment tu fais? Tu vas mimer des IP à l'étranger pour faire pour tester le prompt? C'est ça. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait du scrapping d'interface utilisateur. Donc on va ouvrir un ChatGPT en navigation privée, on va envoyer le prompt, on récupère la réponse et on se localise dans le pays que tu as paramétré quand tu as créé le projet. Ok. Et ça, c'est important parce qu'en fait, en fonction de ta localisation, tu n'auras pas la même réponse. Mais c'est ça qui je trouve un peu assourdissant, c'est la versatilité des résultats. Que tu fasses un prompt 2 fois, déjà, t'as pas le même résultat. Ouais. Ensuite, tu le fais dans un autre pays, t'as plus le même résultat. Dans une autre langue, t'as plus le même résultat. Et même si toi-même tu fais le même prompt, c'est différent. Donc, ça, c'est quand même pas facile à appréhender. Je pense pour les gens qui s'intéressent au sujet, de comprendre que oui, du coup, c'est pour ça qu'il faut monitorer aussi de façon globale pour aller chercher ces tendances qui vont revenir. C'est ça. C'est ça. Et après, pour revenir à ce que tu disais, la différence aussi entre le SEO et le GEO, donc sur la stratégie de contenu, il faut comprendre comment les IA recherchent sur le web pour ensuite positionner des contenus par rapport aux query fanouts. Et après, il y a aussi la stratégie que tu appelais de relation presse. On appelle ça, nous, de l'infiltration, tu vois, dans les contenus existants. Ouais. Et ça, c'est un peu différent parce qu'en fait, avant, ce que tu faisais en SEO, c'est que tu créais tes contenus. Et ensuite, tu allais payer des sites qui ont de la notoriété, qui ont de l'autorité dans ton domaine pour qu'ils te fassent des liens vers ton site. Et là, en fait, l'idée, c'est de faire ça plus intelligemment. Et au lieu d'aller payer n'importe quel site, tu vas aller payer les sites qui sont les plus utilisés en tant que source de données par les IA. Et pour ça, tu as besoin de récupérer toutes ces sources, de savoir où est-ce que ChatGPT va. Par exemple, tu vois, Reddit. Pour ton persona à toi aussi, c'est ça. Exactement, c'est ça. Nous, tu vois, il y a une stat qui est intéressante, c'est que Reddit, même en France, c'est la première source de données la plus utilisée par les IA. Quand il y a plusieurs millions de prompts qui sont monitorés tous les mois sur Metoria, on fait des analyses assez régulièrement de quelles sont les top sources qui reviennent le plus souvent. Reddit, c'est la top source pour ChatGPT. Et pardon, je te pose juste la question, mais je trouve ça assez fou parce que on a fait un test il y a pas longtemps pour des bonbons. Et Reddit, c'était pas la première source, mais Reddit était là. Comment ça se fait?
Parce que ChatGPT, il va rechercher à la fois en français, pour un prompt français, et en anglais. Et en fait, en anglais, sur les SERP anglophones, il y a énormément de pages Reddit qui sont référencées parce qu'il y a eu énormément de contenu créé. Et moi, je me disais que Reddit était là aussi parce que c'est quand même une culture très code et donc que ChatGPT allait naturellement aller chercher ce contenu de base-là. Mais là, quand je vois que pour des prompts, quels sont les meilleurs bonbons à laine fraîche, c'est Reddit. C'est quoi? C'est parce qu'il y a vraiment tant de blogs que ça? Les gens, ils parlent des sujets sur Reddit? C'est un monde qu'on se doute pas qu'il y ait autant de contenu à ce niveau-là. On peut pas être sûr à 100%. Ils ont peut-être un partenariat avec Reddit qui vient rajouter du coup des sources de données qui viennent de Reddit. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que quand tu tapes les query fan out dans Google, tu tombes sur les Reddit en fait qui sont utilisés en tant que source. Donc je pense que c'est uniquement lié en fait aux recherches Google qu'a fait ChatGPT. Et ce qui est intéressant, tu vois, donc c'est la top 1 source de données sur les prompts qui sont monitorés par nos clients, mais ça va dépendre aussi des thématiques. Sur certaines thématiques, ça va être très prédominant. Donc en fait, ce travail, il faut le faire. Chaque marque doit identifier en fait les prompts qui sont importants pour elle. On les monitore et on est capable de savoir, sur ce dataset de prompts, quelles sont les sources de données les plus utilisées. Peut-être que ça sera pas Reddit et ça sera du LinkedIn. Peut-être que ça sera un autre réseau social. Peut-être que ça sera des médias, des annuaires. Et justement, quand une marque vient de voir, et je pense que ça sera aussi l'occasion de parler un peu plus de ce que vous faites en tant que tel, en général, vous leur recommandez de monitorer un prompt, 3 prompts, un prompt par produit. C'est quoi le bon niveau de monitoring Ça va être en fonction du nombre de produits et de services que tu vends. C'est très lié en fait aux mots-clés SEO. Si tu as bien travaillé ton SEO, normalement, tu as une liste de mots-clés SEO qui sont stratégiques pour toi. Et idéalement, il faut garder un mot-clé par intention de recherche. Une intention de recherche, par exemple, tu vois, si je demande c'est valable pour Google et pour ChatGPT, si je demande à ChatGPT quelle est la meilleure raquette de tennis, et qu'ensuite je lui demande juste meilleure raquette de tennis, c'est la même intention de recherche. Tes mots de liaison, ils comptent pas trop. Ça sert à rien, tu vois. Un thème, un keyword, un prompt, enfin un peu en waterfall. Un thème, 3 keywords, un keyword, 3 prompts. En fait, l'idée, c'est de se dire, il faut que la question, elle soit, qu'elle laisse pas place au doute, que l'intention derrière la question, elle soit clairement identifiée. Et il faut pas monitorer, enfin en tout cas, ça sert à rien de monitorer 2 questions qui auraient la même intention de recherche, parce que tu vas du coup monitorer 2 fois la même chose, et modulo l'incertitude des IA, tu auras plus ou moins les mêmes réponses. Il faut pas monitorer 2 questions qui auraient la même intention. C'est ça, par exemple, je vais pas monitorer quelle est la meilleure raquette de tennis et le prompt meilleure raquette de tennis, parce que c'est la même chose. Tu fais pas plusieurs prompts par intention. Tu fais un prompt par intention. Par contre, des intentions, tu peux en avoir énormément. Tu vois, quelle est la meilleure raquette de tennis? C'est une intention de recherche. Quelle est la meilleure raquette de tennis pour homme? Ça va être une intention de recherche. Mais ça sert à rien du coup de faire quelle est la meilleure raquette de tennis. Salut ChatGPT, dis-moi quelle est la meilleure raquette de tennis. Au fait, tout ça sert à rien. Okay. C'est vraiment en fait une extension de ta keyword stratégie SEO. C'est ça, exactement. C'est ça. Après, tu as quand même une notion de persona qui va rentrer en jeu dans le sens où sur Google, les gens sont pas habitués à poser des questions très très longues. Par contre, sur ChatGPT, vu que c'est conversationnel, tu vas avoir tendance à donner plus de détails. Vu que tu donnes plus de détails, tu as plus d'intentions de recherche en fait qui vont être possibles. Et c'est ça qui est un peu complexe. Après, tu peux faire des tests aussi. Tu vois, tu peux par exemple monitorer 100 prompts, 100 mètres de persona. Par exemple, je veux acheter une raquette de tennis, je veux acheter une table de ping-pong. Et tu peux monitorer les 100 mêmes prompts avec un persona. Je suis un homme, j'ai 30 ans, je veux acheter une raquette de tennis. Je suis un homme, j'ai 30 ans, je veux acheter une raquette de ping-pong. Et tu peux regarder à quel point les réponses varient. Comme ça, tu vas voir si tes prompts, ils sont persona dépendants. C'est super intéressant. Peut-être qu'on peut rentrer un peu plus sur Metoria. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne? Et justement, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pour une marque, comment est-ce que vous allez faire le tracking? On en a déjà un peu parlé, mais après, comment est-ce qu'on active aussi tout ça? La première étape, en fait, ça va être d'identifier les prompts à suivre. Ça, c'est l'étape la plus importante. Donc, on en a déjà parlé un peu. Il y a plein de stratégies. Nous, ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est vraiment de se baser sur les données SEO parce que c'est une mine d'or. Google, c'est un des seuls acteurs à partager autant d'informations sur la volumétrie de recherche des questions qui sont posées tous les mois dans son interface. Donc, si tu as des mots-clés qui sont très souvent tapés dans Google, il y a de grandes chances que leur équivalent en question /prompt soit aussi tapé dans les LLM. Du coup, il y a un gros travail qu'on fait avec nos clients. Alors, on a 2 typologies de clients. On a des clients qui sont très bons en SEO et qui n'ont pas besoin de nous et qui importent directement tous leurs mots-clés
dans Metoria, on a aussi des fonctionnalités où en fait tu vas pouvoir donc importer tes mots-clés SEO. Nous, on génère des questions à partir de ces mots-clés, où tu vas rentrer une thématique, raquette de tennis par exemple, et on va identifier tous les mots-clés que les gens tapent dans Google par rapport à cette thématique, et on va générer des questions à partir de ces mots-clés. Donc l'idée, c'est de passer d'une thématique à des questions susceptibles d'être tapées par les gens dans ChatGPT et compagnie. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de faire tourner le projet. Donc tu fais tourner le projet idéalement pendant au moins 15 ou 20 jours pour qu'on ait un 15-20 points de données et que ça commence à converger. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte qu'il y a des prompts sur lesquels tu es très visible et des prompts sur lesquels tu es moins visible. Quand tu es moins visible sur un prompt... Donc tu commences avec combien de prompts au départ? Ça va dépendre ça va vraiment dépendre des clients. On a des clients, par exemple, tu vois, on travaille avec Cdiscount. Alors, on a fait une conférence au SEO Summit avec eux où ils en ont parlé publiquement. Donc, on a le droit de donner ce genre d'informations, mais ils monitorent entre 3 et 4000 prompts tous les mois. Incroyable. C'est parce que ils ont énormément de références produits sur leur marketplace. Ça a du sens, ouais. Et donc, t'as plein de questions liées à ces produits-là. Donc, tu vois, une marque comme Cdiscount, ça peut en monitorer plusieurs milliers par mois. Si tu es une plus petite entreprise et que tu vends pas un millier de produits ou de services, tu vas en avoir moins. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu as l'impression qu'on n'a pas explorés pour les marques qui nous écoutent, qui auraient envie d'optimiser leur GEO? Ouais, il y a pas mal de cas particuliers qui sont intéressants. Tu vois, par exemple, nous, on a pas mal de clients dans le retail comme Cdiscount. L'enjeu quand t'es un e-commerçant ou en tout cas que tu vends des produits en ligne, ça va être d'apparaître dans les carousels produits de ChatGPT. Les carousels produits de ChatGPT, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais je reprends mon exemple de tennis. Bien sûr, quand je vais taper dans Google, et même quand tu vas taper quand tu vas taper dans ChatGPT, quelle est la meilleure raquette de tennis, il va répondre avec des produits sous forme d'image. Tu vois, tu as une espèce de slider. Ouais, je vois très bien, ouais. Souvent, tu as 6-7 produits. Et en fait, quand tu cliques sur chacun des produits, tu vas avoir des options d'achat qui vont apparaître. Donc, tu cliques sur une raquette et tu vas avoir des vendeurs de cette raquette-là. Et tu vas avoir, par exemple, Decathlon, tu vois. Et si tu cliques sur Decathlon, tu arrives directement sur la page de vente du site Decathlon qui vend cette raquette. Donc, quand tu es un e-commerçant, ton enjeu numéro 1, c'est d'apparaître dans ces carousels-là en tant qu'option d'achat parce que ça va te ramener du trafic qualifié directement sur ton site web. Et là, c'est encore une optimisation un peu différente parce que tu vas avoir besoin d'optimiser ton flux Google Shopping. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu demandes à ChatGPT, j'ai envie d'acheter une raquette de tennis, il décompose le prompt en query fan-out, donc des mots-clés qu'il va taper dans Google. Donc, par exemple, il va taper meilleure raquette de tennis. Il va identifier des sources de données. Il va peut-être en identifier 20. Il va lire le contenu de ces sources. Dans ces sources, il va trouver des raquettes de tennis, des modèles de raquettes. Par exemple, la raquette Babola, tu vois. Et ensuite, ce modèle-là, ce qu'il va faire avec le nom du modèle, c'est qu'il va taper ça dans Google Shopping, dans la SERP produit de Google. Et il va récupérer les revendeurs de raquettes qui sont dans la SERP Google. Donc pareil, il continue de scraper Google. Et en fait, c'est avec les données de Google Shopping qu'il construit son carrousel. Donc si tu veux optimiser ta visibilité dans le carrousel produit, il va falloir que tu aies un flux Google Shopping qui soit optimisé sur les noms des produits qu'il a recherchés. Mais est-ce que du coup, tous les e-commerçants doivent se concentrer sur Google Shopping ? Si tu veux que, en tout cas, apparaître dans les options d'achat. Si tu fais pas ça, ce qui va se passer, c'est que on avait vu le cas avec des marques, tu vois, où parfois tu demandais, je sais pas, j'ai envie d'acheter une crème, j'ai envie d'acheter je connais pas bien les mots, mais par exemple voilà, j'ai envie d'acheter un rouge à lèvres. Et si ton rouge à lèvres en fait, il est présent dans les sources de données, donc tu as un rouge à lèvres, alors je sais pas moi. Clarins par exemple, il va du coup apparaître dans le carrousel produit, sauf que quand tu vas cliquer sur le carrousel produit, sur le rouge à lèvres Clarins, tu seras pas dans les options d'achat. Il y aura uniquement des revendeurs de ton produit qui, eux, ont optimisé leur flux Google Shopping sur le nom de ton produit. Ça va être la guerre là-dessus. C'est ça l'idée, parce que ce qui a le plus de valeur, en fait, c'est d'être l'option d'achat, parce que ça te ramène, en fait, quelqu'un qui a envie de ton produit directement sur ta page de vente. Tu perds moins de valeur sur les autres qui... Ouais. Ok, hyper intéressant.
Juste avant qu'on commence, je trouve que c'est peut-être intéressant d'ouvrir là-dessus. Tu parlais de l'indexation. En fait, même là, dans cet exemple, je reviens à ça parce que finalement, à la fin, il faut aller optimiser Google pour que ça soit bien optimisé. Et tout à l'heure, on parlait un peu du fait que il y a des projets comme ça qui sont en train de naître, des projets qui sont en train de naître autour du fait de créer son propre index. On disait que Google, c'est un des seuls à l'avoir, en fait. Et j'aimerais peut-être qu'on discute un peu de ça. Tu penses que demain, il y a des entreprises qui vont être capables de créer leur propre index et que un jour, les IA, est-ce que ChatGPT aura son propre index? Comment tu vois ça? Je pense, il me semble que Perplexity sont en train de travailler dessus, mais c'est presque sûr que d'ici quelques années, peut-être même avant, ChatGPT aura son propre index. Au bout d'un moment, ton produit peut pas être dépendant du scrapping de Google. Ouais, là, tu fais un gros statement quand même. Tu penses que dans quelques années, ils feront leur index? Bah, ça demande énormément de travail, mais la problématique, c'est que si tu fais pas ça, t'es dépendant de l'index de quelqu'un. Et si un jour tu n'arrives plus à accéder à cet index, bah ton produit ne fonctionne plus, quoi. On arrive au bout de l'heure. En tout cas, moi, je me suis régalé. Et en même temps, je vois, j'ai appris plein de choses. Et en même temps, je me rends compte qu'il y a encore énormément de choses à comprendre. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire sur le JO pendant pas mal de temps. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais passer ou un dernier sujet que tu aimerais aborder pour conclure? Je pense qu'on peut conclure avec avec un insight intéressant. Pour le moment, il y a énormément de FOMO autour du JO. Le fait est que je pense que c'est le tout début. Il y a du trafic qui vient des IA. C'est pas encore à la hauteur de Google, on peut le voir. C'est Discount, ils parlaient de à peu près, et c'est même valable pour toutes les marques, c'est à peu près 1% de leur trafic qui vient de... C'est la question que j'ai oublié de te poser. Aujourd'hui, ChatGPT ou l'IA en général, c'est 1% de Google? Ça va dépendre des secteurs, je pense, mais nous, des données en fait qui sont partagées par nos clients et plutôt les grosses entreprises, c'est souvent entre 1 et 3-4%. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça convertit mieux. Les visiteurs qui viennent des IA ont tendance à plus convertir, mais ça fait sens parce qu'en fait, tu as déjà discuté pendant 5 minutes avec une IA et en fait, quand tu arrives sur le site, t'es plus bas dans le funnel en fait. Exactement, c'est ça. Mais bon, ça reste encore minoritaire. Par contre, c'est sûr que ça va augmenter dans les mois et les années à venir. Et même Google va transformer son interface pour se transformer plus en un LLM qu'un moteur de recherche. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que je pense que d'un point de vue utilisateur, c'est beaucoup plus facile d'utiliser une interface comme ChatGPT ou Gemini pour aller chercher de l'information que de taper un mot-clé dans un moteur de recherche pour aller visiter 10 pages pour essayer de trouver toi-même, synthétiser les informations pour trouver, en fait, faire ton étude de marché et trouver ce qu'il te faut. Donc, on va tendre vers ça. C'est quasiment sûr que dans le futur, ça sera comme ça. Et ça ira même encore plus loin. Je pense que d'ici quelques années, tu auras des agents qui feront donc les recherches comme aujourd'hui, mais qui auront aussi faire des achats, qui réserveront, enfin, qui programmeront ton voyage. Ça ira encore plus loin. Et les sites web, potentiellement, vont se transformer progressivement, en fait, en base de données de connaissances qui seront utilisées par des agents IA. Donc, il faut travailler ça. Il faut faire en sorte que tes contenus puissent être vus par les IA, que tes marques remontent dans les LLM. Aujourd'hui, c'est le bon moment de commencer. Demain, ça restera aussi le bon moment parce que voilà, il y a pas encore énormément d'usage. Par contre, il faut pas prendre de retard. Plus tu commences à attaquer ce chantier tôt, mieux tu te positionnes dans la course. C'est un beau mot de la fin. Franchement, super mot de la fin. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup ce que vous faites? On va directement sur le site, sur LinkedIn. C'est ça, Meteoria sur notre site web. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn aussi. Je publie pas mal à propos du JO et on fait un webinar tous les mois avec des replays accessibles. Donc il y a pas mal aussi d'informations sur notre site web. Trop bien. Merci beaucoup. Merci.